Tchad harmonisent leur politique dans le domaine de la formation. 24 corps de métier font l'objet d'examens minutieux. La rencontre s'est ouverte ce matin à Bamako en présence de l'ensemble des acteurs. La saison des pluies propice à la prolifération des moustiques. C'est aussi le moment où l'on constate la recrudescence des cas de paludisme. Pour se protéger contre la maladie, figure en bonne place l'utilisation de la moustiquaire. Comment se présente la situation dans nos ménages? La réponse dans ce journal. Une bonne campagne agricole en 3e région, c'est ce que présage l'état végétatif des cultures et les prévisions météorologiques. Les acteurs en ont fait le constat. Ils estiment que les objectifs de production pourraient être atteints si la pluviométrie garde son rythme actuel. Watem Sikasso s'est penché sur le sujet. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Nous commençons cette édition par cette audience que le Premier ministre a accordée cet après-midi à la nouvelle ambassadrice du Burkina Faso au Mali, Julienne Dambélé Sanou, qui a présenté ses lettres de créance. Le 7 août dernier, au chef de l'État a voulu rendre visite au chef du gouvernement pour évoquer les relations d'amitié et de fraternité existantes entre nos deux pays et les moyens de les renforcer. L'ambassadrice du Burkina Faso est au micro de Alouseni Touré. Depuis la présentation de mes lettres de créance, j'ai bien voulu venir saluer Monsieur le Premier ministre de la transition malienne afin de lui transmettre le bonjour chaleureux de son frère, Monsieur le Premier ministre de la transition du Burkina, et également lui transmettre le bonjour chaleureux du peuple burkinabé, le peuple frère. Nous avons parlé du raffermissement de nos liens d'amitié, de travail également, le raffermissement de ces liens entre deux peuples frères, justement afin que nous puissions retrouver la paix dans nos pays et également dans la sous-région. Nous allons travailler à renforcer nos liens de fraternité et surtout nous travaillerons à ce que nos deux pays retrouvent la paix, surtout la paix pour la sous-région. Nous restons à la primature où le Premier ministre a reçu l'artiste Sidiki Diabaté. Le chanteur prépare un concert qui se tiendra à Bercy, en France. Le chef du gouvernement a également reçu une autre artiste panafricaniste et un malien établi en Mozambique. Le compte-rendu de ces audiences avec Alouseni Touré. Le 17 novembre prochain, l'artiste malien Sidiki Diabaté sera en concert à Bercy, en France. En prélude à cet important rendez-vous artistique, l'artiste a voulu impliquer l'ensemble des autorités de notre pays. Nous sommes là aujourd'hui pour avoir votre Premier ministre, pour avoir votre bénédiction, pour avoir votre soutien pour cet événement parce que nous allons avoir près de 90% de notre public qui seront maliens. Dans un autre pays que le nôtre et être là pour écouter et véhiculer la culture malienne, l'objet de notre venue, c'est votre soutien. C'est votre accompagnement et pour mettre en lumière le monde. Nous représentons un pays qui est le Mali et qui va pour défendre sa culture et son honneur. Et ce concept consiste à dire que le Mali est plus fort culturellement, le Mali est plus puissant culturellement parlant. Je profite de l'occasion pour saluer le président Assimi Goïta ainsi que son gouvernement. On est vraiment content de ce soutien gouvernemental. On va pour honorer le Mali. L'artiste Noufou Daboné, de nationalité burkinabé, fait partie de la mouvance panafricaniste. Avec ses pairs maliens, il projette des actions de sensibilisation, mais demande l'accompagnement des autorités. C'est un projet que nous avions envisagé depuis fort longtemps pour soutenir nos différentes transitions qui sont en train de se battre pour que l'Afrique ait vraiment une liberté totale. Nous avons organisé des séries de concerts au Burkina Faso par l'appui de nos autorités, des séries de concerts gratuites dans différentes régions pour sensibiliser la population. Il y a tellement qui sont là qui ne suivent même pas la télé, qui ne savent pas ce qui se passe. Nous sommes allés vers eux pour les sensibiliser à accompagner nos autorités actuelles de transition. Le Premier ministre a encouragé Sidiki Diabaté et son équipe et les a exhortés à bien représenter notre pays. Aujourd'hui, moi je suis très content de vous, Sidiki. Je suis très content de vous. Je vous souhaite une bonne chance et je demande à tous les Africains de faire de vos chansons leur combat.
s'ils vont en grand nombre à votre concert, c'est comme s'ils ont tiré des balles contre un ennemi. Quant à Omar Fad, il est venu remercier les autorités de la transition pour leur travail à la tête de l'État, non sans avoir glissé quelques préoccupations de sa base. L'objet de ma présence, c'est de venir remettre un diplôme de distinction à l'honneur de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, compte tenu de tout ce que lui et son gouvernement font pour ce pays. Nous, en tant que Maliens de la diaspora, aujourd'hui, nous avons la tête haute. Nous nous sentons dans la peau des Maliens aujourd'hui. Donc, ces dignités retrouvées, vraiment, nous les félicitons et nous les encourageons vraiment. Nous avons souligné 2 points. Oui, le premier point, c'était l'importance d'ouvrir un poste consulaire, voire 2 postes consulaires au Mozambique, dont un à Nampula et l'autre à Maputo. Donc cela permettra aux Maliens de Mozambique d'avoir une protection et aussi permettra aux autorités mozambicaines d'avoir une personne de contact pour gérer certains dossiers. Donc le deuxième point, c'est l'envoi de missions consulaires sur Mozambique de façon constante et annuelle. Les artistes, comme les Maliens établis à l'extérieur, constituent de véritables ambassadeurs pour notre pays. Leur apport dans la propagation de notre culture est prépondérant. Voilà, Sidiki Diabaté en concert le 17 novembre 2023 à Bercy, en France. L'ambassadrice du Royaume-Uni au Mali a été reçue par le président du Conseil national de transition. Avec la diplomate britannique, il a été question de projets de développement, notamment ceux concernant les femmes et de sujets d'ordre humanitaire. Katie Ransom s'est exprimée à sa sortie d'audience au micro de Mariam Kone. Nous avons parlé de ce que nous faisons au niveau du développement ici à Mali et aussi nous avons parlé du rôle de CNT et aussi de transition et des questions d'aujourd'hui. Et nous sommes là comme partenaires pour Mali pour vraiment aider la sécurité et la stabilisation du pays parce que c'est très important pour tout le monde. Cette région est très importante, mais surtout pour les jeunes de Mali. Mais en ce moment, nous avons certains projets, surtout qui encouragent la stabilisation en pays durable. Nous travaillons surtout avec les femmes. Nous aidons les femmes dans la lutte contre les violences, contre les femmes, les violences basées sur le genre, mais aussi nous encourageons la participation des femmes dans la vie publique aussi. Et nous avons certains projets pour encourager ça à cet égard. Nous allons continuer avec ça aussi. Parce que pour moi, personnellement, c'est très important d'encourager les femmes, mais aussi de vraiment montrer l'importance du rôle des femmes dans la vie moderne, pour un pays moderne. Nous aidons beaucoup dans le secteur humanitaire aussi. Je le disais dans le sommet, les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UEMOA et du Tchad sont à Bamako pour l'élaboration et la validation du curricula référentiel de formation des 24 métiers prioritaires identifiés dans ces zones. L'objectif de cet atelier sous-régional est de promouvoir le secteur dans ces espaces et renforcer le lien de coopération entre ces pays membres. Reportage Koumba Sissé. 4 jours pour parler de la problématique de l'emploi et de la formation professionnelle dans les pays de l'UEMOA et du Tchad. Cet exercice réunit les directeurs nationaux de l'emploi des méthodologues de ces pays concernés. Ils doivent mettre en valeur les 24 métiers prioritaires exercés dans ces pays comme les tailleurs de pierre au Mali, les opérateurs de drones et les stadiers au Sénégal. L'initiative entre dans le cadre de l'exécution du programme régional de formation professionnelle Profor, fruit du partenariat entre l'UEMOA et la coopération suisse. Et la mise en œuvre de ces premières activités arrive à un moment décisif au regard du retard qui est déjà pris par le programme, mais aussi des multiples défis économiques, socio-sécuritaires auxquels nos pays actuellement font face. En effet, le sous-secteur de la formation souffre d'un faible niveau de pilotage institutionnel et d'une inadéquation des ressources nécessaires pour booster la qualification des jeunes et des femmes en quête d'emploi. Tous ces jeunes formés, ils doivent nécessairement après trouver un emploi dans le secteur privé auprès des entreprises. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui pour nous, en tant que Suisses, c'est vraiment répondre aux besoins du secteur privé dans l'élaboration des curricula, l'élaboration des formations.
Le Profor, qui est mis en œuvre dans les pays de l'UEMOA et du Tchad, est un instrument de mise en valeur des compétences professionnelles. Le Profor contribuera donc à l'amélioration de l'adéquation des systèmes de formation professionnelle avec les besoins des économies de l'Union. Il s'agit de promouvoir à l'échelle régionale des dispositifs de formation professionnelle efficients et adaptés aux économies des États de l'UEMOA et du Tchad, pourvoyeurs d'emplois décents et durables pour les jeunes afin d'augmenter l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes femmes et hommes dans l'espace UEMOA. Le document qui sortira de cet atelier sous-régional servira de ligne directrice pour les différents pays de l'UEMOA et du Tchad pour soutenir efficacement l'emploi et la formation professionnelle. Ce communiqué, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, se fondant sur le martyre du peuple Niger, confronté à des occupations militaires étrangères, salue la juste mesure avec laquelle le Mali a su apprécier les événements au Niger le 31 juillet 2023, approuve sans réserve dans le fond et dans la forme le communiqué conjoint Burkina Faso-Mali sur la situation, apporte son soutien indéfectible aux travailleurs du Niger et à leurs organisations syndicales, condamne avec fermeté les sanctions et les mesures agressives de la CEDEAO et de l'UEMOA contre la souveraineté de nos voisins et frères du Niger en lutte pour briser la domination néocoloniale. Et le mouvement Rastafari Mourasma qui condamne avec la dernière énergie une tentative d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger ainsi que toute ingérence étrangère, quelle que soit sa forme, dans les affaires intérieures des États souverains. Enfin, le Mourasma renouvelle son soutien indéfectible et inconditionnel aux autorités de la transition par rapport à leur attachement aux idéologies de l'unité africaine, invite l'ensemble du peuple malien à l'union sacrée. Communication et transparence des organismes de gestion des élections, c'est le thème de l'atelier du renforcement de capacités en matière de communication. Il concerne les acteurs institutionnels impliqués dans les processus électoraux. L'activité est initiée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale en collaboration avec la Haute Autorité de la communication. Nouhoum Sissoko. Améliorer la capacité, l'intégrité et la transparence du système électoral malien afin d'organiser des élections crédibles permettant aux citoyens de choisir leurs dirigeants de manière pacifique et démocratique. C'est dans cette optique que AIFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, et IDEA, Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, avec le concours de la HAC, Haute Autorité de la communication, organise cet atelier. Il implique les membres de l'EJ, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la HAC, mais aussi des cadres du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, des acteurs politiques ainsi que ceux de la société civile. Le but de cette formation est de renforcer les capacités des dites institutions, qui sont toutes impliquées d'une manière ou d'une autre dans les processus électoraux au Mali, et donc de renforcer leur capacité pour la communication dans les élections. Une communication bien faite autour des élections peut aider à accroître la transparence du processus électoral. Lorsque la communication des institutions impliquées dans les élections est bien organisée, elle accroît la légitimité des élus et réduit les risques de conflits et d'instabilité liés aux élections. Cette session est un cadre d'échange entre les institutions concernées et les acteurs des élections, à savoir les partis politiques et la société civile, sur les questions liées à la communication institutionnelle, aux outils nécessaires pour une communication efficace, ainsi qu'à l'utilisation des réseaux sociaux. Chacune des institutions, administrations ou autorités indépendantes gère une partie de cette communication qui a de multiples fonctions. Elle contribue à comprendre le fonctionnement technique des élections, à percevoir leurs enjeux politiques et à favoriser surtout des joutes électorales apaisées afin que le seul vainqueur du scrutin
soit le Mali. Pendant 3 jours, les participants plancheront notamment sur l'importance de la communication électorale, l'écosystème médiatique malien et comment travailler avec les médias, le marketing et stratégie politique, différence entre communication publique et communication politique. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a tenu hier la 17e session de son conseil d'administration. Cette session a été une occasion d'échanger sur la contribution des Maliens établis à l'extérieur dans la refondation de l'État. Et ils ont également débattu du thème « Renforcer les assises institutionnelles du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ». Le point avec Abdul Karim Kaba. La protection, l'assistance et la création des conditions idoines afin de booster l'apport des Maliens établis à l'extérieur dans la balance commerciale, telle est la vision du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est ce qui justifie le thème central de cette 17e session du Conseil d'administration de cette organisation. Il porte sur le renforcement des assises institutionnelles du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est l'économie, donc maintenant ça interpelle le savoir-faire de chaque Malien, surtout de nous qui avons appris, c'est les autres, et comment nous avons pu faire pour certains d'entre nous occuper aujourd'hui la place enviable que nous occupons dans les pays où nous sommes établis, pour essayer effectivement de répondre à l'appel du président de la transition, pour participer à ce nouvel élan des Mali qui vole vers le haut. Il faut être une force, parler le même langage afin de concrétiser cet idéal. C'est pourquoi le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur appelle à l'union des cœurs et des esprits. L'unité des Maliens, à l'intérieur aussi valable qu'à l'extérieur. Mais l'unité ne peut se faire que si chacun reconnaît la place qui est la sienne. L'accès aux documents administratifs, la protection des investissements de la diaspora sont autant de demandes faites par les compatriotes établis à l'extérieur. Mon département n'entend plus être seulement là pour l'assistance et l'arrivée de nos compatriotes rapatriés, mais plutôt créer les conditions et les opportunités pour que chaque jeune qu'on rapatrie trouve un espoir dans son pays. C'est le lieu pour moi de saluer le travail remarquable du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en matière d'assistance et de protection de nos compatriotes. Je félicite les efforts des conseils de base des Maliens auprès de nos missions diplomatiques et consulaires dans la facilitation de ces opérations de rapatriement. Cette session du conseil d'administration a été saisie par les jeunes de la diaspora pour donner des diplômes et des trophées au président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla, pour ses efforts dans le développement et l'organisation des Maliens établis à l'extérieur. Cette information, nous avons appris cet après-midi le décès de Wali Diawara. Wali Diawara a vécu une quarantaine d'années au Congo-Brazzaville. Il a été président de la communauté malienne et président de toutes les communautés CEDEAO au Congo. Wali Diawara a été l'un des premiers Maliens à affréter un avion pour le rapatriement des Maliens en difficulté. Au Mali, Wali Diawara a beaucoup investi dans différents domaines, dont la construction de marchés modernes à Bako-Djoukouroni et dans l'ACI 2000. Il a été décoré chevalier de l'Ordre national du Mali. Ses obsèques sont prévues pour demain 16h à Torokoro-Bougou. Que son âme repose en paix. Lancement à Bamako des activités du projet de formation sur la participation des jeunes au processus électoral initié par la coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali, COFOR Mali. Le projet vise à favoriser l'engagement citoyen et la participation massive des jeunes aux prochaines élections générales. La série de formations concerne les 19 régions et Bamako, Mohamed Kentao et Aruna Diarra. C'est à travers un point de presse que la coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali a lancé officiellement les travaux du projet de formation sur la participation des jeunes au processus électoral. La COFOR Mali compte ainsi sur la presse pour vulgariser ses initiatives en faveur des jeunes. Une façon pour elle de promouvoir la jeunesse malienne et de soutenir l'engagement citoyen des jeunes pour les élections à venir. À travers ce projet, la COFOR Mali entend aussi contribuer à la réussite des opérations électorales et à l'apaisement du climat social à Bamako et à l'intérieur du pays. Les participants sont formés sur le processus électoral et sont résolument engagés pour une participation massive à la prochaine élection présidentielle.
Les compétences des participants sont améliorées de sorte à leur permettre une appropriation du code électoral et une meilleure participation au processus électoral au sein de leur structure et organisation. La série de formations qui débute officiellement à Ségou concerne 50 organisations juvéniles par localité. À l'issue du programme, 500 jeunes du district de Bamako et 850 jeunes à travers les 19 régions et 50 jeunes maliens résidant en Côte d'Ivoire seront formés sur le processus électoral et la construction citoyenne en vue d'encourager leur participation massive aux prochaines élections. L'issue du projet de formation sur la participation des jeunes au processus électoral devrait permettre d'améliorer le taux et la qualité de la participation des jeunes aux échéances électorales. On en vient au dossier de la rédaction. Pendant la saison d'hivernage, l'on assiste à la recrudescence des cas du paludisme. Cette situation est surtout due à la prolifération des moustiques. Et parmi les méthodes préconisées pour se protéger contre les piqûres de moustiques, figure en bonne place l'utilisation de la moustiquaire. Où en est-on aujourd'hui avec l'utilisation de la moustiquaire au Mali? Pour en savoir davantage, suivons ce dossier signé Sokona Kamisoko. Au centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako, tout comme à l'association de santé communautaire de Bozola, en commune 2 du district de Bamako, les constats sont les mêmes. Le paludisme constitue le principal motif de consultation médicale. Au CCRF de la commune 3, plus précisément au niveau des salles d'hospitalisation, nous avons approché une maman du nom de Nansira Konaté. Elle a son enfant hospitalisé qui souffre de palu, mais elle n'a jamais utilisé la moustiquaire. Par contre, Ousmane Doumbia est un utilisateur assidu de la moustiquaire, un parent que nous avons rencontré à l'Assako de Bozola. Selon lui, il ne perçoit aucune utilité de ce moyen de prévention puisque son enfant est atteint de palu. Dans ma famille, tout le monde dort sous la moustiquaire. Mais malgré tout, mes enfants sont tombés malades les uns après les autres. Même présentement, je ne me sens pas très bien, mais j'essaie de faire avec. Pour lutter contre le paludisme, l'utilisation de la moustiquaire ne suffit pas. Il faut qu'on assainisse nos cadres de vie. Pour cela, on ne doit pas attendre l'État. Mon enfant est hospitalisée parce qu'elle est atteinte du paludisme. Quand on venait, l'enfant vomissait. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Je ne me suis jamais intéressée à l'utilisation de la moustiquaire. C'est plutôt les insecticides que j'utilise. Mon enfant est hospitalisé à cause du palu. Mes enfants dormaient sous la moustiquaire. Mais à un moment donné, pendant cette période, des parents étaient venus du village pour passer du temps avec nous. Moi, je n'avais pas assez de moustiquaires pour tout le monde. Contrairement à ceci, d'autres préfèrent utiliser les insecticides pour lutter contre le paludisme. J'ai toujours utilisé les insecticides au détriment de la moustiquaire. Pour moi, l'utilisation de la moustiquaire demande beaucoup de surveillance, surtout avec les enfants. Depuis que j'ai commencé à utiliser les insecticides, ça va vraiment chez moi. Au CCRF de la commune 3, tout comme à l'Assako de Bozola en commune 2, les médecins sont tous unanimes. L'utilisation de la moustiquaire joue un grand rôle dans la prévention du paludisme. Je peux dire le seul moyen fiable de lutte contre le palu. L'avantage, elle est indiscutable. Parce que ça permet non seulement de réduire le nombre de la population vectorielle, ça permet également de réduire la contamination. Parce que tant qu'il n'y a pas de vecteur, il n'y aura pas de contamination, donc il y aura moins de palu. Les moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides sont bien valables. Non, les moustiquaires sont vraiment très fiables. Et non seulement elles sont fiables, elles sont durables aussi. Parce qu'une moustiquaire, ça peut faire 2 ans. Dans la lutte contre le palu, la moustiquaire certes est utile, mais la bonne et fréquente utilisation est indispensable pour une meilleure protection contre la maladie. À cela s'ajoute l'environnement sain.
Agriculture. En troisième région, l'état végétatif des cultures et les prévisions météorologiques présagent une bonne campagne agricole. L'objectif de la production pourrait être atteint en production céréalière et cotonnière si la pluviométrie garde son rythme actuel. C'est en tout cas ce que pensent les responsables des services techniques. Une équipe de l'ERTM Sikasso s'est intéressée au sujet. Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. La campagne agricole 2023 se poursuit normalement dans la région de Sikasso, malgré un début d'hivernage marqué par une irrégularité des pluies, l'état végétatif des cultures et la fréquence actuelle des pluies permettent d'espérer sur une bonne campagne. Un constat partagé par la Direction régionale de l'agriculture et par la Chambre régionale d'agriculture. Qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 637,3 mm en 56 jours, contre 887 en 55 jours l'année dernière. Vous voyez, c'est à peu près le même nombre de jours, avec un gap de 250 mm. C'est dû aussi au fait que les pluies sont de faible intensité. À ce jour, si le rythme de la reprise se maintenait, il y a bon espoir que la campagne se déroule de façon bonne. Par rapport à la situation phytosanitaire, à ce jour, elle est calme dans l'ensemble. En ce qui concerne les emblavures, tout riz confondu, nous avons réalisé 86 905 hectares pour un objectif de 83 484, soit un taux de réalisation de 104%. En ce qui concerne les autres céréales, sur un objectif de 543 680, nous avons réalisé 363 426 hectares, soit un taux de réalisation de 98,62%. Nous souhaitons que quand même qu'on puisse avoir une très bonne récolte. Puisque nous sommes en campagne pluviale, tout va dépendre de la continuité de la pluie, qui est là où on sollicite le bon Dieu, qui nous gratifie de bonnes pluies réparties dans l'espace et dans le temps. Avec ça, quand même, on s'attend à une très bonne campagne. Bien vrai qu'il y a ces petites difficultés, mais qui n'ont pas eu à trop affecter la campagne. À la Direction régionale de l'agriculture, tout comme à la Chambre régionale d'agriculture, l'on déplore des difficultés liées à l'approvisionnement en engrais subventionnés par l'État. L'appui de certains partenaires a permis de mettre des intrants agricoles à la disposition de certains producteurs. Nous avons bénéficié de l'appui d'un programme qu'on appelle le PRSA, qui a appuyé les producteurs 26 communes de Sikasso et 5 communes de Kaviolo en semences. Là, vraiment, c'est le lieu de remercier les plus hautes autorités pour cette donation qui a quand même soulagé les souffrances des producteurs parce que c'est venu à point nommé. Les pluies ne sont pas encore régulières, mais ça va dans l'ensemble. Malgré cette irrégularité, on pourra atteindre les objectifs. La campagne se poursuit aussi correctement dans les zones de production de coton relevant de la filiale sud de la CMDT. Les objectifs d'emblavure sont globalement atteints. On peut dire qu'actuellement, ça va. Par rapport à nos objectifs de réalisation, quand tu prends le coton, on est à 98,75%. On avait un programme de 290 000 hectares en coton et on a fait 287 000 et quelques hectares. Donc ça c'est à 98,75%, à peu près 99%. Quand tu prends également les céréales, quand tu prends le maïs, on est à 106%. Le petit mil, on est à 105%. Le sorgho, on est à 83%. Sinon, culture fourragère, on a bouclé. Le soja, on a dépassé. Et au stade actuel, par rapport au coton, on peut dire qu'on va faire au moins 280 000 tonnes. Par rapport à l'année dernière où on est descendu à 154 000 tonnes. Donc on peut dire que cette année, ça va.
Le directeur régional de l'agriculture invite les producteurs à tenir compte de l'impact du changement climatique sur le calendrier agricole. L'administrateur général de la filiale sud de la CMDT recommande plus de vigilance aux producteurs pour mieux lutter contre les jacides. Restons à l'intérieur du pays où le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2, PRAPS de Mali, visite ses réalisations dans la région de Koulikoro. Le service vétérinaire, la direction régionale des productions et des industries animales, DRPA et la pêche font partie de cette mission au cours de laquelle les visiteurs ont échangé avec les bénéficiaires sur le terrain. Le point de Ousmane Kouita. Par cette visite de terrain, la mission de communication du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase des places de Mali voulait capitaliser les réalisations. Il s'agissait également pour elle d'échanger avec les bénéficiaires du financement des JAGR et de rencontrer les couples ayant accédé aux documents d'état civil dans la commune rurale de Méguétan à Koulikoro. Le projet est venu à point nommé, estime les bénéficiaires. PRAPS nous appuie énormément dans les vaccinations contre ces deux maladies. Mais c'est vraiment un appui multiforme. Je suis mariée il y a 18 ans, mais je n'avais pas de document attestant mon mariage. C'est grâce au projet PRAPS 2 que je suis assurée dans mon foyer. La mission s'est rendue d'abord au parc de vaccination pour une chance de vaccination contre la péripneumonie bovine. Ensuite, elle a visité les activités de quelques bénéficiaires du financement AGR. L'enveloppe allouée est de 45 millions de francs CFA. Ici, nous sommes chez Yuma Traoré, elle fait l'embouche bovine. Mariam Bagago, quant à elle, elle s'est lancée dans l'agriculture. Et Aminata Touré a choisi la transformation du lait comme activité génératrice de revenus. Depuis que j'ai eu le financement du projet PRAPS 2, j'ai acheté des moutons pour me lancer dans l'embouche bovine. Nous sommes satisfaits du projet. Il assure également notre suivi. On a sélectionné certains pour voir à quel niveau de mise en œuvre de l'activité ils sont. 25 couples qui ont bénéficié d'actes de mariage. Donc tout cela rentre dans le cadre des activités de projet que nous avons l'obligation de rendre visible. On a un devoir de rendre compte, un devoir de faire voir ce qu'on fait et c'est ce qui nous a fait mener cette mission. Le projet PRAPS 2 est financé par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale pour une durée de 6 ans. Il intervient partout au Mali. L'ONG Palladium et ses collaborateurs viennent de procéder à la restitution publique après 6 mois de mise en œuvre de son projet Kenya Sinzinwale. Cette rencontre qui regroupe l'ensemble des acteurs de santé au niveau communautaire a été une occasion également pour vulgariser le guide référentiel de la recevabilité en santé. Honoré Tienou. L'ONG Palladium, à travers l'USAID, s'appuie sur l'implication des communautés dans la gestion des questions de santé. À Bla, l'heure est à l'évaluation des activités menées dans ce cadre durant le premier semestre 2023. De façon d'agir par rapport aux partenaires Kenya Sinzinwale et Kenya Nyeta, c'est des partenaires qui nous ont soutenus dans le cadre de la vaccination. Beaucoup plus surtout de la vaccination de routine. La stratégie avancée est en train d'être soutenue par Kenya Sinzinwale et au niveau de l'offre de soins et au niveau de la demande, nous avons eu aussi des supervisions et même des monitorages qui nous permettent de voir quelles sont les raisons qui font que souvent les services ne sont pas tout à fait fréquentés comme on le voudrait. Il s'agit également pour cette rencontre de mettre à la disposition des acteurs les guides de référence de la redevabilité en santé, un référentiel élaboré en 2022 permettant une bonne connaissance sur les cadres, les mécanismes, les indicateurs et outils pour la mise en œuvre d'une redevabilité juste et crédible. Le guide est un outil de gestion, c'est un outil de décision, c'est un outil qui permet d'installer la confiance entre les acteurs. Ça permet également de situer le rôle et la responsabilité de tous les acteurs. J'ose affirmer que les objectifs que nous nous sommes fixés ont été atteints dans la mesure où l'ensemble des acteurs de santé ont eu l'occasion de passer en revue les réalisations faites à mi-parcours et de mener des réflexions sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités planifiées au niveau du cercle des Blancs. La rencontre est aussi une opportunité pour tenir le conseil de gestion du district sanitaire de Bla pour le premier semestre écoulé.
Ici, à Bamako, l'état-major de la Garde nationale du Mali a équipé sa compagnie de musique de nouveaux instruments musicaux, une action qui intervient suite aux doléances formulées par le DICOR. La remise de matériel a eu lieu hier au camp de garde de Tomokorobu, suivant le commentaire de Bokari Koulibaly avec le concours de la DIRPAR. La musique militaire joue un rôle incontournable dans l'armée. Elle sert à remonter le moral des soldats et à les mobiliser pour le combat. Voilà en substance ce qui a motivé l'état-major de la Garde nationale à doter son orchestre de matériel musical flambant neuf. Ces instruments, composés entre autres de guitares, de saxos ou encore de pianos, est une promesse tenue par la hiérarchie. J'ai appris de mes anciens, pour ne pas dire de nos anciens, l'identité de la Garde, la fanfare, l'orchestre, les chameaux, aussi bien que les ateliers ici font partie des identités de la Garde. Ne pas avoir ces structures aujourd'hui ou ne pas avoir ces structures aujourd'hui de façon rayonnante, c'est comme si l'identité de la Garde s'effritait petit à petit. Le chef de bataillon de la musique des armées a salué la donation qui, selon lui, va significativement contribuer à l'amélioration de la qualité de leurs prestations. L'orchestre a sa place, comme la fanfare aussi a sa place. De nos jours, ou bien par manque d'instruments, on avait tendance à utiliser la fanfare pour certaines animations qui devaient être animées par l'orchestre. Je pense que cette donation viendra nous aider à corriger ces lacunes. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les éléments de la compagnie de musique de la Garde nationale ont émerveillé l'assistance avec quelques notes musicales dignes de la tradition malienne. Les membres de l'association des anciens gardes retraités AGRM montent au créneau et souhaitent jouer désormais un rôle prépondérant pour l'éducation des enfants au sein des casernes. Cette rencontre intergénérationnelle a regroupé parents, jeunes et enseignants. Boubacar Kanouté. L'avenir de la couche juvénile dans les casernes. La problématique est au centre d'une rencontre initiée par l'AGRM, l'association des gardes à la retraite. La présente rencontre fait suite à un constat peu reluisant qui ne rime pas avec nos valeurs sociétales, notamment la dépravation des mœurs, selon les anciens, considérés comme les garants de ce pan. Plusieurs thématiques ont été développées comme l'éducation des enfants dans les casernes, l'apport des parents pour une éducation reçue à l'heure des nouvelles technologies. Soucieux de l'avenir de la jeunesse, ces retraités entendent pérenniser ce cadre d'échange. Nous avons estimé qu'il fallait les sensibiliser sur la dégradation de l'éducation, et tout particulièrement au niveau des casernes. Parce que c'est un constat que nous, anciens, avons fait il y a un certain temps. Donc nous avons dit que nous ne pouvons pas rester en marge de cette situation. Il faudrait quand même qu'on rapporte notre petite pierre à l'édification. Bon, si tant soit peu, on peut redresser l'éducation, ça nous fera beaucoup vraiment plaisir. Une initiative salvatrice saluée par le chef d'état-major général adjoint de la Garde nationale que l'éducation des enfants incombe à tous. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme de cette rencontre. Elles seront soumises au commandement afin de remédier aux problèmes auxquels les casernes font face en matière d'éducation des enfants. Retour à l'intérieur du pays, la ville de Koulikoro vibre au rythme de la 3e édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. En plus de l'engouement et de l'animation dans la cité du Mékétan, les populations tirent beaucoup de profit de cette compétition sportive. Plusieurs petits commerces émergent devant le stade Mamadou Diarra H et les vendeurs ambulants se frottent et aussi bien les mains. Ortem Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga. Les Koulikorois ont accueilli la 3e édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Le vendredi 18 août dernier, lors du lancement de la compétition, le stade Mamadou Diarra H a fait son plein depuis 14 heures. Ce même engouement continue tous les jours. Nous remercions en réalité la population de Koulikoro pour accompagner l'ensemble des équipes. Nous avons eu à le dire, il n'y a pas de perdants, c'est tout simplement une activité pour faire occuper la jeunesse. La mobilisation elle est sans commune mesure. Je vois que tout le public Koulikoro est sorti nombreux pour assister à ces beaux matchs. Nous sommes à la mi-temps, on a déjà 3 buts et le futur s'annonce très beau.
Et donc je crois qu'on va assister à un très beau match, quoi. Ce tournoi de football regroupe les équipes des ligues régionales, celles du district de Bamako et les formations de la présidence de la République, du gouvernement et du Conseil national de transition. La compétition participe à l'animation de la cité de Meguetan. L'organisation de cette coupe, alors c'est Koulikoro qui l'a cherché. Ça permet de prendre le brassage entre les jeunes. Chaque équipe a un diatri. Vous venez de voir sur le terrain des Mopti et le CNT. Ils ont tous des diatris ici. Cette compétition participe à l'épanouissement des commerçants ambulants qui prennent d'assaut tous les jours la devanture du stade Mamadou Diarra H afin d'écouler leurs produits. C'est le cas de Hama Diallo, parqueur de moto. Avec l'avènement de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, je gagne beaucoup d'argent avec les supporters. Beaucoup viennent garer leurs motos au parking. Je profite beaucoup de cette compétition. Souvent, je suis même débordé par les motos. Cette dame vend des aliments et de l'eau glacée. Nous arrivons à écouler nos produits. Je vends de l'eau glacée, du gâteau et des œufs cuits. Nous nous réjouissons de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta ici à Koulikoro. Bien qu'on ne nous a pas confié la restauration, je tire bénéfice de mon activité commerciale durant cette compétition dédiée au colonel Assimi Goïta. Pour Seydou Diallo, la 3e édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a changé son quotidien. Il vient passer du temps chaque après-midi pour regarder les équipes jouer au ballon. La compétition est vraiment de taille puisque ça a vraiment changé notre quotidien ici à Koulikoro. On est là matin aussi bien que le soir et du coup on se reconnaît dans cette compétition à travers les différentes régions qui sont aujourd'hui présentes au niveau de notre localité qui est Koulikoro. Puisque dans les temps, Ukoma, il y a Kaï qui était là, il y a Sikasso qui était là, il y a Segou qui était là, il y a Tombouctou qui était là, à travers l'Ukoma et à travers cette coupe-là également, toutes les régions sont là aujourd'hui à Koulikoro. On est vraiment très fiers et nous disons vraiment merci à Assimi. Demain, Koulikoro et Gao s'affrontent dans la matinée. Littérature, approvisionnement en eau potable en milieu urbain et semi-urbain. Tel est l'intitulé de ce manuel, une œuvre de l'ingénieur hydraulicien professeur Amadou Amamaïga. L'auteur propose dans les pages de cette parution des techniques nécessaires à la conception, la mise en œuvre et la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Et à retrouver également dans vos kiosques le manuel de droit autorité traditionnelle à la recherche des causes de leur survivance dans les labyrinthes juridiques et judiciaires de l'Afrique précoloniale à nos jours. Cet ouvrage met la lumière sur l'histoire du droit en Afrique de la période coloniale à nos jours. Alfousseni Diawara fustige dans cette œuvre certaines imperfections liées au droit pénal, civil et à la procédure pénale, à la gouvernance, entre autres. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain 20h, Inch'Allah. Bonsoir.